aujourd'hui, je suis à Mayotte et je fais pas tant de cliniques que ça. Donc, j'ai plusieurs missions. Je travaille du coup pour le compte du rectorat. J'ai en charge une circonscription complète. Donc, c'est assez lourd parce que la circonscription est composée de 12 écoles, 5500 élèves. Et je suis la seule psy dans cette circonscription. Donc oui, il manque des psys sur toutes nos îles. Donc j'ai plusieurs missions. Donc la première mission, c'est de faire le suivi des élèves scolarisés dans des dispositifs tels que les ULIS. Donc ce sont des dispositifs qui accueillent au sein des écoles des enfants qui présentent plusieurs pathologies. Sont scolarisés dans des dispositifs qui les accueillent en nombre restreint et on les met dans les classes quelquefois pour qu'ils côtoient aussi d'autres enfants. Donc, et puis, j'ai pour mission de repérer les élèves en difficulté. Donc, il faut les évaluer et je fais énormément de tests psychométriques pour évaluer les pathologies, pour commencer à poser un diagnostic. Mais en général, on fait recours au médecin après pour confirmer. Donc, pour ces élèves, l'idée, c'est de savoir de quelle pathologie ils souffrent pour pouvoir soit les orienter dans des structures en dehors de l'école, donc les CMP, centres médico-psychologiques, ou l'hôpital psychiatrique, ou une autre école qui peut les prendre en charge, ou les dispositifs au sein des écoles. J'ai une mission aussi d'orientation, donc c'est plutôt orienter les élèves qui sont en difficulté mais qui ne sont pas déficients intellectuels vers le collège. Et puis, j'ai aussi une mission d'accompagner les enseignants qui peuvent avoir recours à moi en cas de difficulté avec un élève, en cas de difficulté aussi personnelle. J'ai aussi une mission de formation, donc je participe à la formation des enseignants contractuels première année, mais aussi des ASH qui sont des personnes qui viennent aider des élèves au sein des classes. Donc, il faut avoir une notification. Donc, je travaille en partenariat avec l'hôpital, les centres médico-sociaux, le CAMS, mais aussi le CESAD qui fait des prises en charge à domicile, et également la MDPH. Donc, je fais partie des équipes pluridisciplinaires qui discutent des orientations des élèves et notifient. Un psychologue, c'est une personne qui a fait des études de psychologie. Donc, pour avoir un master 2 de psychologie, parce que pour être psychologue, il faut avoir un master 2 de psychologie. Donc, il faut commencer la psychologie au moins à partir de la 3e année. Donc, c'est une personne qui peut exercer en tant que psychologue, qui a un master de psychologie, un titre de psychologue. Donc, il y a la psychologie sociale, la psychologie du travail. Il y a énormément de spécialités. Par contre, un psychothérapeute, c'est donc une personne qui a un diplôme de psychologie, un titre de psychologue, mais qui est également formé pour faire des thérapies, c'est-à-dire pour dispenser des soins. Donc, c'est ça la différence. Et les psychothérapeutes sont autorisés à dispenser des soins. Le métier de psychologue, c'est un métier qui est réglementé. Donc, il faut avoir le titre de psychothérapeute pour pouvoir soigner, en gros. Au début de cette interview, j'avais évoqué un peu le fait que j'avais été heurtée par la violence
quand je suis arrivée aux Comores. Et je pense que c'est cela qui m'a orientée vers ce travail avec les victimes, les femmes et enfants victimes de violences. Donc aujourd'hui, nous avons une chance, c'est d'avoir quand même un tissu associatif assez intéressant et important qui dénonce ces choses-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce tabou continue, notamment dans les villages. J'ai été témoin de chefs de village, de familles qui ont tenté d'étouffer des affaires de viol, surtout si ces actes abominables sont commis par des notables ou par des fondis, par exemple, que ce soit dans les chionis, les écoles coraniques ou dans d'autres écoles. Donc aujourd'hui, les violences faites aux femmes et aux enfants est vraiment un fléau, hein, parce qu'il faut. C'est vrai qu'on en parle, hein, qu'on a l'impression que ça existe parce qu'on en parle, hein, mais ça a toujours existé. Et je pense que ça existe de plus en plus avec le phénomène de la mondialisation, de l'Internet, des séries. Enfin, il y a une mutation de la société qui fait que ces phénomènes ne font qu'augmenter. Donc moi, j'ai travaillé avec la cellule d'écoute, les cellules d'écoute, parce que j'ai travaillé avec les trois. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir ces structures qui accueillent les femmes et les enfants, les jeunes filles victimes de violences, mais il nous manque énormément de personnel formé. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'abord de me former parce que je suis psychologue, mais les violences faites aux femmes, je n'avais jamais vraiment pris en charge, appris à prendre en charge des victimes de violences. Donc, on a pu avoir un partenariat avec la Seine-Saint-Denis, qui possède un centre dédié aux victimes des violences et qui propose aussi un DU à Paris, Paris 8, me semble, violences faites aux femmes. Donc, j'ai eu la chance, avec mon collègue responsable de la cellule d'écoute de Moroni, de partir en formation et d'être formée à cette prise en charge. Je pense que cette prise en charge est primordiale aujourd'hui. On aura beau lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, si on ne soigne pas ces victimes, il y en aura encore et encore et encore. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un phénomène qui est inhérent à cela, c'est que lorsqu'on est victime de violences dans l'enfance, on développe une tolérance à la violence beaucoup plus grande, due paradoxalement au traumatisme. Et aujourd'hui, dans la société comorienne, ce fléau ne touche pas que les femmes. On a de plus en plus de petits garçons qui sont victimes de violences sexuelles. Donc, si on revient à ce que je disais, ces victimes, elles ne sont pas soignées, elles ont plus de risques de devenir des bourreaux plus tard. Donc, il faut soigner ces victimes et il faut aussi proposer une prise en charge aux personnes qui commettent ces actes également. Donc, il y a énormément de travail à faire et je pense que ce travail peut être fait par tout le monde, hein, dans l'entourage, sensibiliser, apprendre à éduquer les enfants différemment pour libérer la parole, parce que les enfants aujourd'hui ne parlent pas, parce que on éduque encore les enfants à ne pas parler de ce que font les adultes, c'est-à-dire que
que les enfants ne s'autorisent pas à en parler aux parents ou en parler à l'entourage, parce que de fait, ces enfants-là seront sanctionnés. Les mariages avec les violeurs continuent à exister, ce qui est anormal. Il y a des lois qui ne sont pas appliquées. Donc, lorsqu'une victime de violence ose venir porter plainte, il faut savoir qu'il faut qu'une victime prenne le taxi, ose prendre un taxi pour venir jusqu'à Moroni, pour raconter sa vie à des personnes qui vont peut-être pas l'écouter, sachant les problèmes de secret professionnel qu'on a dans notre pays. Donc, c'est extrêmement courageux. Et quand on essaie d'avoir recours à la justice, on leur dit non, vous n'êtes pas victime et vous avez provoqué votre viol et vous allez peut-être être marié de force au violeur. Donc, c'est extrêmement violent. Donc, on dit toujours que les victimes, c'est leur faute parfois parce que, par exemple, les femmes violentées ne partent pas. Mais il faut aussi connaître les mécanismes psychiques qui sont en place, qui sont en jeu, pour vraiment pouvoir comprendre ce que vivent les victimes, mais aussi les raisons pour lesquelles elles ne portent pas plainte. Donc, il y a des raisons psychologiques, mais aussi il y a des raisons dues à la société. Donc, je pense qu'il faut partir de là pour refonder un système de soins qui répondrait vraiment à la demande. Donc, je pense qu'il y a tellement à dire que je ne trouve plus les mots parce que quand je suis arrivée aux Comores, moi j'y ai vécu 4 ans et par exemple j'ai dû prendre l'avion pour revenir sur l'île de Mayotte pour faire des analyses, mais c'est des analyses banales quoi. Enfin, et du coup c'est tellement choquant de voir que nous avons les médecins, nous avons les professionnels. Bien sûr qu'on a besoin de formation et de toute façon tous les professionnels partout dans le monde ont besoin de formation. La formation continue est primordiale à un système de santé qui fonctionne. Donc, je pense qu'il y a tout à faire, tout à refaire, tout à construire au niveau du système de santé, que ce soit au niveau du système, infrastructure, au niveau matériel, mais aussi au niveau de la formation des professionnels. Et je pense qu'au niveau de la formation des professionnels, il faut faire un travail énorme sur l'éthique, sur comment accueillir un patient, hein, ne serait-ce que ça. Hein. Savoir qu'il y a accueillir un patient, c'est presque le guérir à moitié. Savoir accueillir un patient. Et moi, j'ai vu que dans les formations, parce que j'ai dispensé pas mal de formations aux Comores, donc aux professionnels de santé, justement, des sages-femmes, des médecins, des infirmiers, etc. Nous avons travaillé ensemble, hein, parce que c'est pas moi seule. Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur, du coup, les 3 îles, sur l'accueil du patient. L'accueil du patient. Et parce que il faut faire aussi le travail d'autres professionnels. Hein. Il y a énormément, par exemple, de sages-femmes qui font le travail de psy aux Comores. Donc, c'est très difficile parce que elles font comme elles peuvent avec ce qu'elles ont, mais elles le font. Et si ces sages-femmes avaient ne serait-ce qu'une petite formation, ça les aiderait beaucoup, beaucoup à améliorer leur pratique professionnelle. De santé après le corona aux Comores, je ne peux qu'espérer, hein, hélas, mais j'espère que cette crise va au moins
servir à prendre conscience de l'importance d'avoir un système de santé qui fonctionne et prendre conscience qu'on ne peut plus dépendre de l'extérieur pour se soigner. Donc, j'espère que autant l'État que les professionnels, mais surtout l'État, prendra conscience de cela et se mettra au boulot en impliquant tout le monde. Ah oui, des projets, j'en ai plein la tête, c'est sûr. Dans tous les cas, je suis dans l'archipel, donc je pense que c'est ce qui fait que je suis restée et que je reste encore l'année prochaine. C'est d'être à côté c'est d'être dans nos îles et de pouvoir réfléchir à, à comment je peux travailler, comment je peux contribuer à faire quelque chose dans nos îles au niveau de la prise en charge de la santé mentale. Et au niveau du rectorat, il y a énormément d'opportunités, bien sûr. Donc, je pense que j'ai toujours aimé faire une thèse et je pense que le fait d'être installée à Mayotte me donnera l'opportunité d'en faire une et d'en faire une. Et j'ai toujours rêvé de faire une thèse du coup en relation avec les pathologies dans nos îles. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Mais retravailler aux Comores, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Du coup, je reste dans l'archipel pour le moment.